Bon, tout de suite, je vais passer la parole à Bruno Goffet, notre premier conférencier, ici, que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc Bruno est un géologue, spécialiste de pétrologie métamorphique et de minéralogie. Et à ce titre, il a beaucoup travaillé sur des roches qui, justement, contiennent de la matière organique, donc justement ces fameux schistes. Ici, c'est sur l'affiche qu'on a fabriquée. La photo qui est en fond, justement, est un schiste pris en photo par notre collègue Michel de Saint-Blanca. C'est dans le Lot, je crois. C'est dans l'Ariège. Bon, c'est une roche qui contient énormément de matière organique. Vous voyez très bien qu'elle est toute noire, toute graisseuse. Donc Bruno a beaucoup travaillé sur ce type de questions. Il a dirigé le laboratoire de géologie de l'École nationale supérieure, l'école normale supérieure, où il a passé une bonne partie de sa carrière. Il a été directeur adjoint scientifique de l'INSU en charge des sciences de la Terre de 2006 à 2011. Il est actuellement délégué scientifique de l'INSU en charge des ressources géologiques. Donc à ce titre, il a une activité très soutenue sur tous ces sujets énergétiques et de ressources. Il est aussi responsable d'un groupe de programmation ressources fossiles, métaux critiques et géothermie de l'Alliance pour énergie Ancre. Alors qu'est-ce que c'est une alliance? C'est un outil de programmation du ministère pour la politique publique qui regroupe les organismes publics concernés. Alors pour l'énergie, ce sont tous les organismes justement qui ont trait à l'énergie, que ce soit le CNRS, le CEA, l'ADEME, etc., etc. J'en passe. Et à ce titre, Bruno a coordonné l'an dernier la réaction d'un rapport sur les hydrocarbures de roche-mère, dont il va nous parler ce matin. Voilà. Donc vous voyez, j'ai pris un type gaz de schiste, gaz de roche-mère, gaz de schiste, gaz non conventionnel. C'est tout ça, c'est la même chose. Et j'ai choisi ces mots pour vous montrer qu'en fait, on est encore dans une grande indécision et je vous expliquerai pourquoi. Donc une petite photo de... C'est ça qu'on fait, oui. Une petite photo de schiste ici, et puis ici, une source naturelle de méthane dans les Alpes, dans le Dauphiné, où on a donc... c'est la source de bois dans le Dauphiné, où on a des schistes avec de la matière organique, et on a une source naturelle de gaz qui brûle depuis des années comme ça, et qu'on peut voir. Donc c'est d'abord, ces gaz de schiste, je vais l'appeler comme ça, c'est plus facile, sont bien un produit naturel qui s'écoule à la surface depuis longtemps. Ça marche. Alors, je vais justement parler de la terminologie, pourquoi schiste ou shell. En fait, c'est une confusion, une mauvaise traduction du vocabulaire anglais. Donc, les Anglais utilisent pour une roche sédimentaire le mot shell. En fait, la traduction française, ça serait pellite. Mais bon, le mot pellite n'est absolument pas connu du grand public, donc on ne l'a pas utilisé. Et la roche, et en France, par contre, pour les pellites, c'est un mot aussi pas utilisé en France dans le grand public, mais on appelle ça schiste. C'est un mot général, ça va depuis l'ardoise sur les toits jusqu'à des roches métamorphiques. Et donc, en fait, dans le vocabulaire géologique, un schiste, c'est une roche sédimentaire métamorphisée à des températures de plus de 200 degrés. On a des schistes qui vont jusqu'à 600 degrés, qui contient peu ou pas de gaz, qui ne contient plus, mais qui est plutôt riche en carbone de toutes sortes. Ça va de l'anthracite, donc il y a un charbon, jusque parfois des graphites ou des composés intermédiaires. Et donc la terminologie, on peut l'appeler, on peut garder le mot gaz de schiste, parce que finalement, schiste c'est le mot français, mais il faut savoir que c'est à la fois la roche sédimentaire et une roche métamorphique, ou on peut prendre le mot anglais pour dire gaz de schiste ou gaz de roche-mère. La terminologie la plus précise, c'est la roche-mère, et c'est ce qui fait que la roche-mère. Donc ça se passe dans la Terre. Vous voyez ici une coupe de la partie superficielle de la Terre, donc entre le manteau ici, la lithosphère. Donc tout ça, c'est 100 km de profondeur. Et vous voyez, on a ici ce qu'on appelle des bassins sédimentaires qui sont souvent à la limite entre la croûte continentale et la croûte océanique, donc sur les marges continentales. Et dans ces bassins se déposent des roches qu'on appelle sédimentaires. Donc c'est des roches qui proviennent de l'érosion du continent et qui entraînent avec elles la matière organique. Et la matière organique vient de deux sources principales, des sources terrestres, donc des forêts, des plantes terrestres, et puis de la matière organique océanique ou lacustre, qui sont principalement le plancton. Donc la matière organique terrestre et la matière organique marine ou lacustre meurent,
s'enfouit dans le sol, donc, soit sur le continent, soit dans l'eau, et font deux types de matière organique. Une matière organique de type terrestre qui est mélangée donc avec les minéraux et qui s'enfouit progressivement pour générer pour la partie terrestre du charbon et du gaz naturel. Je vous expliquerai un peu plus tout à l'heure les raisons. Et puis pour le plancton s'accumule au fond, du bassin et mélangé aussi à des minéraux et finalement débouche sur du pétrole et du gaz naturel. Une fois que le sédiment est enfoui, la matière organique est chauffée par le gradient géothermique normal de la Terre. La pression a un petit rôle aussi et est inclus ce qu'on appelle la roche-mère. Donc la roche-mère, c'est quoi? C'est la roche initiale dans laquelle la matière organique s'est déposée, a été mélangée aux minéraux. Donc cette roche-mère est chauffée tranquillement dans l'enfouissement du bassin. La matière organique mature, ça s'appelle comme ça veut dire qu'elle cuit en fait, et cuit doucement, sous pression, dans un milieu confiné, et va se décomposer en huile d'un côté et en gaz. Donc cette huile et ces gaz, la roche au début n'est pas compactée, donc il y a une porosité, une perméabilité qui existe encore, et une partie du matériel organique liquide qui a été formé. Donc il y a une partie liquide et une partie gazeuse qui se forme, et il y a une partie solide qui va rester. La partie solide, je vous en parlerai après, ça s'appelle le kérogène, c'est un mot un peu barbare, mais c'est très très employé par contre. Et puis la partie liquide et gazeuse s'échappe en migrant à travers les roches et va migrer dans les roches qui emballent ce qu'on appelle la roche-mère, qui est une roche très très argileuse, va dans les roches qui sont soit des roches qui sont riches en carbonate, donc en calcite, ou dans des sables, et va pouvoir migrer à travers les roches. Donc vous voyez ici des chemins de migration, jusqu'au moment où elle va tomber sur une roche qui va être imperméable, ici, comme cet exemple ici, et dans cette roche imperméable, ça va être bloqué, la migration du fluide ou du gaz va être bloquée pour former des pièges qu'on va appeler réservoirs. Donc finalement, on arrive à un système qui est un bassin actuel qui est dans sa forme figée actuelle, dans lequel on a une roche-mère ici, donc qui est l'ancienne roche qui contenait la matière organique, et puis divers pièges dans lesquels vont s'accumuler les gaz. Donc ceci est une roche peu perméable à la fin, puisqu'elle s'est compactée, elle s'est refermée, les argiles ont fermé le système, et qui contient encore de la matière organique, qui va contenir encore du gaz, parce que tout ne s'est pas échappé, qui va aussi contenir de l'huile, parce que tout ne s'est pas échappé, et cette huile ou ces gaz vont migrer dans des pièges. Donc ici, vous avez un piège, un exemple de piège. Ceci, c'est une roche imperméable, et vous avez donc un exemple de piège où il n'y a que du gaz. Et donc, si on fait un trou dans ce piège avec un forage quelconque, ça sort spontanément. La roche est poreuse, ça fait pchit, ça sort. Et ici, vous en avez un autre. Ici, vous avez de l'huile à la base du réservoir et puis le gaz au-dessus. Donc, si on fait un trou ici, ça sort aussi. Le gaz sort. Et si vous faites un trou plus profond ici, de l'huile peut sortir. Vous avez ce qu'on appelle des tailles gaz, en fait, ce sont des roches réservoirs étanches. C'est-à-dire que c'est des roches poreuses, mais peu perméables. Et finalement, une partie de cette matière organique qui a migré reste coincée là-dedans, et ça peut être aussi exploité. Et puis finalement, les gaz de schiste, les gaz de ciel vont être coincés là-dedans. Et ici, vous avez quelque chose qu'on appelle le méthane de charbon, vous voyez ici, donc qui est plus près de la surface, et je vous expliquerai un peu plus loin pourquoi c'est plus près de la surface. Donc, vous voyez ici, donc, on peut distinguer donc, 4 grands types d'hydrocarbures de type gaz de schiste ou huile de schiste. Vous avez donc le gaz de shale qui est du méthane, donc c'est un gaz naturel, c'est le gaz qu'il soit coincé dans le réservoir ou dans la roche-mère, c'est le même, c'est du méthane, c'est donc CH4, c'est une association de 4 hydrogènes avec un carbone. Vous avez le gaz de charbon, donc qu'on anglais appelle colben méthane, qui est donc la même chose, mais dans des roches qui sont... La différence entre un schiste qui contient entre 2 et 5% de matière organique et un charbon qui en contient entre 90 et 100%, c'est la quantité de carbone. Le carbone est à peu près le même dans les deux, c'est dans tous les cas du kérogène. Donc le charbon va faire aussi du méthane. Vous voyez, donc les gaz de schiste sont situés... Ça, c'est la roche-mère ici, ça, c'est une roche de charbon. Donc la roche-mère, c'est plutôt une roche qui a été enrichie en matière organique lacustre ou marine, alors que le charbon, c'est une roche-mère dans laquelle elle est enrichie en matière organique de type terrestre.
Vous avez le gaz de mine qui est ici évidemment plus près de la surface, et vous avez aussi mélangé à tout ça des huiles de schiste qu'on trouve dans la roche-mère principalement. Donc vous allez avoir les gaz de schiste, donc à assez grande profondeur, les gaz de réservoir étanches ici qu'on va trouver dans les sables peu perméables au sommet des roches-mères. Vous avez les huiles de schiste qui sont un peu au-dessus. Vous avez et aussi les gaz de houille qui est un peu au-dessus aussi, qu'on peut trouver ici. Puis le gaz de mine qui fuit à la surface. Je vous en montrerai un exemple tout à l'heure. Et ici, vous avez ici une structure de réservoir, un réservoir ici, qui est constitué donc de la roche-mère qui arrive ici, de l'eau qui est plus dense et qui est donc à la base du réservoir, de l'huile qui est un peu moins dense que l'eau qui est au-dessus, et le gaz qui est encore moins dense et qui est au-dessus. Donc vous avez dans les réservoirs une stratification du gaz, huile et eau verticalement. Alors que dans la roche-mère, vous n'avez pas de stratification puisque tout est mélangé. Alors, je vais montrer un exemple ici qui existe de gaz de mine. Alors, gaz de mine, je vous ai dit, c'est une variété de gaz de schiste puisque c'est la même façon de le produire. Donc, ça, il y a des exploitations qui existent. En voilà une ici dans le nord de la France. Vous avez donc les mines qui ont été creusées et qui ont fonctionné pendant plus de 100 ans dans le nord de la France, produisaient un gaz méthane qu'on appelait grisou, qui est évidemment un véritable danger dans les mines, et donc qui était évacué au moment de l'exploitation, était évacué par des courants d'air pour éviter qu'on ait des accidents, donc perdu. Et ensuite, quand on a abandonné les mines, ce méthane a continué à se dégager. Donc dans ce cas-là, on a une fracturation de la roche faite à la pioche ou mécanique. C'est une fracturation mécanique, ce n'est pas une fracturation. Tout à l'heure, on parlera de fracturation hydraulique. Là, c'est fait par l'homme, c'est miné, on appelle ça. Évidemment, ce gaz continue à fuir. Donc, on a installé des installations. Donc, continue à fuir de la roche, monte à la surface et s'accumuler dans les caves des maisons, dans toutes les infrastructures du sol et pouvait provoquer des explosions. Donc ce gaz a été récupéré, des puits ont été mis en place dans différents endroits et on peut récupérer le gaz de mine, donc qui est l'ancien grisou, qui est une variété de gaz de schiste. Et actuellement, vous avez une exploitation dans le nord de la France qui récupère 80 millions de mètres cubes de gaz de mine et qui est exploité par un groupe australien qui a un contrat jusqu'en 2025. Vous voyez que la source ici, c'est le journal des activités sociales de l'énergie, 2012. Vous voyez que donc c'est quelque chose qui est opérationnel et qui marche depuis que les mines existent. Alors pourquoi pourquoi finalement certains de ces filières de matières organiques, soit terrestres, soit lacustres, fabriquent à la fois du gaz et des huiles, et finalement se trouvent à des profondeurs différentes. Vous avez donc ce que j'appellerais 3 filières principales de matière organique: la matière organique terrestre, la matière organique d'origine marine et la matière organique d'origine lacustre, et chacune ont des rapports carbone-hydrogène différents. Donc quand vous allez enfouir les roches et que la température va monter, elles vont perdre de l'hydrogène, elles vont perdre de l'oxygène, et vous vont suivre des chemins qui vont être différents. Et vous voyez que la matière organique, ici en rouge c'est le gaz, va fabriquer du gaz plus précocement que les matières organiques marines ou lacustres. Et finalement, dans ce diagramme ici, vous avez la profondeur, vous avez aussi la température ici en même temps. Vous voyez que la température moyenne à 2500 mètres de profondeur est autour de 100 degrés et va être à 150 degrés à 4000 mètres. Et vous allez avoir production d'huile ou de gaz différentes. L'huile apparaît à des températures plus basses que le gaz. Et vous avez donc la plus grande, ça c'est les épaisseurs ici, la couleur, c'est la quantité de gaz à une profondeur donnée, la quantité relative de gaz produit à une température donnée entre huile, ici en vert, gaz en rose. Vous voyez qu'à basse température, autour de 100 degrés, on a beaucoup plus d'huile produit dans la roche ou dans le réservoir que de gaz. Et à plus grande profondeur, vous allez avoir plus de gaz que d'huile. Et vous voyez qu'ici, à 200 degrés, vous avez plus que du gaz.
produit. Donc ça, ce schéma, c'est pour une matière organique moyenne, c'est pour celle-ci. Pour un diagramme comme pour une matière organique terrestre, ce diagramme va être décalé vers le haut, c'est-à-dire qu'en fait, à des profondeurs de 1000 ou 1500 mètres, vous allez avoir essentiellement du gaz pour la matière organique terrestre et très très peu d'huile, alors que pour les matières organiques marines ou lacustres, vous allez avoir à la même profondeur beaucoup plus d'huile que de gaz. Donc, ce qui fait que dans un bassin exploité comme celui-ci, dont on a un exemple, vous allez avoir l'huile qui apparaît soit dans les réservoirs, soit dans la roche-mère. Ça, c'est une roche-mère ici, ça, c'est une autre roche-mère. Dans les roches-mères moins profondes, vous allez avoir surtout de l'huile. Et alors que dans les roches-mères plus profondes, vous allez avoir surtout du gaz, et idem dans les réservoirs, puisque finalement le réservoir, une fois qu'il est piégé, continue à évoluer à température, vous allez avoir plus de gaz dans les réservoirs profonds que d'huile, et vous allez avoir plus d'huile que de gaz dans les réservoirs moins profonds. Donc finalement, le gaz de shale ou gaz de schiste est un gaz naturel qui a grande profondeur comparativement aux huiles. Les réserves mondiales sont assez importantes, elles sont probablement très grandes, probablement une centaine d'années. En Europe, les réserves de gaz de schiste sont estimées entre 3 000 et 12 000 milliards de mètres cubes. Vous voyez une très grande indécision pour des réserves estimées entre 75 et 300 ans pour des consommations actuelles. Vous voyez donc une très grande imprécision sur la valeur. Et par exemple, la Pologne, où l'exploration a commencé, vous avez encore une indécision encore plus grande. Vous voyez plus que 10 fois sur en fait combien il y a de gaz. En fait, on ne connaît pas bien la teneur réelle des roches, puisque à partir de la quantité de matière organique qu'on peut estimer, mettons 5%, on dit qu'il y a tant de proportions de gaz possible pour une matière organique donnée, et on connaît le volume des roches, donc on fait une multiplication et on arrive à un chiffre qui peut être très très variable en fait de la manière pratique dont on peut le sortir. D'abord, combien il y en a réellement, on ne connaît pas, et combien on peut en sortir, on connaît encore moins. Voici des cartes des réserves mondiales de ce qui est connu. Donc les pays en grisé, on n'a pas de données, et vous voyez que les deux principaux pays qui contiennent des gaz de schiste sont les États-Unis et la Chine. Vous voyez que... attendez, je me trompe. Non, c'est en... Pardon. Oui, c'est ça, c'est les chiffres les plus gros, c'est ici. Et donc vous voyez que l'Europe, en particulier la France, avec 5 points, alors je ne sais pas ce que c'est que l'unité, il faut essayer écrit un peu petit. Pour une unité donnée, vous voyez que ce n'est pas si petit que ça, parce que 5, ça fait le quart, le cinquième des États-Unis. Donc on a potentiellement des grandes réserves, mais c'est encore à vérifier. Pour les États-Unis, évidemment, ça change complètement la donne énergétique de ce pays. Et vous voyez que les projections en 2035 montrent que les gaz de schiste pourrait représenter plus que presque la moitié de l'utilisation et de la production du gaz naturel aux États-Unis. Pour l'Europe, vous voyez ici les grands bassins qui peuvent contenir des gaz de schiste. Vous voyez qu'en France, on a le bassin de Paris, le bassin du sud-est et du sud-est, oui. Et vous voyez que le bassin pannonien en Autriche et les Carpates sont quelque chose d'un très fort potentiel. Les bassins du Nord ici, et aussi la mer du Nord ici, qui c'est plus classique, des grandes réserves pétrolières, puisque roche-mère et réservoirs sont quand même liés. Donc les grandes régions classiques de production d'hydrocarbures sont aussi des grandes régions potentielles pour les roche-mères et les schistes de roche-mère. Et ici, vous avez en vert, ici, ça ne se voit pas très bien, les huiles de schiste. Alors plus pratiquement en France, j'ai pris l'exemple du bassin parisien où j'ai trouvé, on connaît peu, j'ai trouvé quelques données qui viennent du BRGM. Vous voyez que ici, ce sont les réservoirs exploités d'hydrocarbures conventionnels qui sont exploités dans 2 couches du Kuiper, donc du Jurassique
du Jurassique ici, dans la partie la plus haute du bassin, c'est ce qui est actuellement en œuvre, et les réservoirs au potentiel d'hydrocarbures non conventionnels sont plutôt dans les roches les plus anciennes, le Lias, donc c'est le Jurassique inférieur, et le Permien donc à la base du bassin de Paris, mais aussi une très grande réserve potentielle dans la partie socle, donc dans ce qu'on appelle le socle du bassin parisien, qui sont donc évidemment les roches du Carbonifère, les roches riches en charbon du Carbonifère, qui ont un grand potentiel gazier et qui est encore totalement à explorer, jusqu'à des profondeurs de l'ordre de 6000 mètres de profondeur. Alors ici un petit état des lieux de la connaissance publique sur la connaissance académique, je précise bien, sur les huiles de schiste. Vous voyez que depuis 1975, il y a beaucoup de travaux qui sont faits, environ presque 4000 publications jusqu'en 2012, assez continues, avec des petites variations, mais quand même assez denses. La même chose ici sur le gaz de charbon, vous voyez que c'est plus récent comme travaux, les travaux apparaissent dans les années 80, non, mais plutôt 90, et vous voyez, se développe actuellement, donc vous voyez que c'est en pleine expansion. Et pour les gaz de schiste, c'est encore plus frappant, puisque finalement, on n'en parle que depuis les années 2005 à peu près, et il y a une véritable explosion des publications. Et vous voyez donc qu'il y a... vraiment, c'est quelque chose de nouveau qui apparaît dans le public au moins, parce que beaucoup de la connaissance est privée et on n'a pas accès à ces données. Donc vous voyez un véritable effort de recherche considérable à faire sur ces roches. Alors, les technologies d'exploitation des gaz de schiste, donc en fait, utilise ce qu'on appelle la fracturation hydraulique. Je vous en donnerai un détail dans l'image suivante. Donc c'est une installation qui est constitué donc d'un forage classique, qui est associé à un forage horizontal dans la roche-mère. Ici, vous avez la roche-mère, associé à une installation de surface un peu complexe. Ici, vous avez un puits traditionnel de gaz conventionnel qui, en fait, c'est un tube avec une installation de surface limitée qui va, par gravité, récupérer le gaz. Donc le gaz, je fais un jeu de mots, le gaz part. C'est le premier. Et on va aller chercher le gaz dans la roche. Je ne vais pas faire le deuxième jeu de mots, bon. Et qui est ici par une technologie donc, qui est relativement nouvelle. Enfin, elle est ancienne, la technologie de fracturation hydraulique. Elle a été inventée en 1949. Il y a plus d'1 million de pluies qui ont utilisé la fracturation hydraulique. C'est énorme, c'est presque un puits sur deux, Gilles en parlera tout à l'heure, et qui, pour toute application, pas seulement pour le pétrole, pour la géothermie, pour la récupération d'eau dans les aquifères, pour toutes sortes d'installations, on a utilisé la fracturation hydraulique. C'est quelque chose qui est très appliqué, mais en fait, le grand succès pour les gaz de shale et les hydrocarbures de la fracturation hydraulique, c'est son association au forage horizontal qui permet en fait d'avoir une plus grande surface de travail. Alors, comment ça marche? Donc ici, vous avez une comparaison entre un puits de récupération d'eau, un forage pour l'eau à la surface. Vous voyez une petite installation comparée à une installation faite pour le gaz de schiste qui est beaucoup plus conséquente, qui prend plus de surface au sol. Donc le forage vertical ici, dans la roche-mère, vous voyez ici la structure du sol, et ce forage donc à une certaine distance, ça peut être très grand, vous voyez ici, ça fait 3 km ça, et donc une très grande extension latérale possible, et on commence par le bout, et on recule progressivement, donc on bouche on bouche ce tube ici, on injecte, on fracture une première fracturation, ensuite on recule, donc on rebouche derrière, donc on fait des espèces de bouchons, et à chaque fois on recule pour arriver en 10 étapes à fracturer l'ensemble de ce système. Alors, comment ça marche? Donc, une fois qu'on a fait le puits, en gros, 25% du gaz est extrait de la première année. Vous essayez un exemple ici sur 5 puits aux États-Unis, et vous voyez qu'ils ont tous à peu près le même comportement. Ils fuient progressivement, donc c'est un peu ça, parce que c'est à la fois du pompage et puis de l'expulsion naturelle. Vous voyez qu'en gros, on a pompé 25% du gaz la première année, et que finalement, ça décroît progressivement. Et au bout de 10 ans, le système est abandonné. Vous récupérez, je ne sais pas comment ça se termine, mais en gros, en 10 ans, on a vidé un système.
Alors, les impacts environnementaux possibles ou existants, enfin les possibles, donc vous avez en profondeur, vous avez des possibilités de déclencher une micro-sismicité, vous avez la possibilité de pollution des aquifères par le méthane, par les fluides de forage, j'en parlerai un petit peu. Vous avez les fuites de méthane possibles au niveau du puits et vous avez tout ce qui touche la surface, à la fois le traitement des produits à la surface, donc tout ce qui est classique dans les pollutions industrielles, plus évidemment les impacts sur le paysage par l'installation de surface et par les moyens de transport. Donc je crois que Gilles reparlera de ça après. Donc j'ai juste pris ce petit transparent pour montrer en fait que pour ce qui est spécifique au gaz de schiste, c'est évidemment les produits de surface. Et en fait, on a observé les deux types de pollution ici, produits de surface renversés, produits de surface qui s'échappent, soit les produits injectés qui sont des défauts de traitement à la surface, peuvent polluer les nappes. Les fuites au niveau du puits ont été observées. Par contre, on n'a jamais observé encore, bien que ce soit potentiellement possible, de fuite directement venant de la fracturation hydraulique vers la surface. C'est potentiel, ça n'a jamais été observé. Donc il faut savoir que les deux principaux pays qui exploitent le gaz de schiste sont les États-Unis et le Canada, mais il y a une installation en Europe, en Hollande, qui exploite des gaz de schiste à 4000 mètres de profondeur. Ensuite, toutes les autres pollutions ne sont pas spécifiques au gaz de schiste. C'est le cas classique des puits de pétrole. Vous voyez ici un puits classique. Donc c'est un peu un puits, une poupée gigogne, où le tube le plus haut est le plus large. Et ensuite, on enfile les uns dans les autres des tubes pour aller de plus en plus profond et pouvoir avoir la place de passer toutes les tuyaux et engins qui vont être nécessaires pour exploiter le site. Donc évidemment, on peut avoir des fuites au niveau de l'étanchéité. Donc ça, c'est des tubes en acier, c'est cimenté. Partout où on a besoin, c'est cimenté par des ciments qui devraient être des ciments spéciaux pour étanchéifier les puits. Bon, parfois, les opérateurs font des économies et mettent des ciments ordinaires. Et donc, on peut arriver à avoir des mauvaises étanchéités du tubage, fuite à la surface, le problème des eaux, je vous en ai déjà parlé, et puis aussi les problèmes de produits qui sont toujours injectés de toute façon pour aider au passage des tuyaux et la récupération des fluides. Mais je crois qu'on en parlera un peu plus loin. Alors, la fracturation hydraulique consomme de l'eau. Donc ici, vous voyez 4 exemples, les mêmes puits que tout à l'heure aux États-Unis. Vous voyez entre 9 000 m3 d'eau par puits jusqu'à 15 000 m3 d'eau par puits. Et ici, une comparaison à un golf, ce que consomme un golf ici, de 18 trous par jour, 5 000 m3. Vous voyez donc un puits, c'est équivalent de 2 à 3 jours de consommation d'un golf. Bon, évidemment, ce n'est pas l'eau du golf, c'est de l'eau propre et on peut espérer qu'elle ne se salit pas trop. Et alors que l'eau d'injection, évidemment, c'est une eau qui est plus difficile à traiter. Donc la contamination chimique, c'est les additifs. Alors les additifs, aux États-Unis, 750 références de produits. Vous voyez qu'on a un catalogue, c'est de la droguerie. Hein. Vous allez à la droguerie, vendu par 2500 sociétés. Donc vous voyez beaucoup de types de produits. Ça va du produit bénin au produit dangereux. Ici, quelques produits dangereux, naphtalène, benzène, acrylamide. Et puis des produits bénins, le sable qui est injecté. Alors, je n'ai pas décrit la fracturation hydraulique, mais je pense que Gilles, le détail, vous en parlera. Donc on met du sable avec, parce que le sable, au moment où on fracture, pour éviter que la fracture se resserre, on mélange avec du sable. On met de l'acide chlorhydrique, par exemple, ici, pour dissoudre les carbonates ou les minéraux qui vont boucher les trous. On met des produits comme l'isopropanol qui accroissent la viscosité du fluide. On peut mettre de la gomme arabique pour augmenter le fluide. Donc, vous voyez, ça, c'est tout à fait bénin. L'éthylène glycol, c'est un peu moins bénin. Du carbonate de sodium, c'est bénin, donc chacun de ces produits a un rôle, hein, évidemment. Ça ajuste le pH. Ensuite, on peut mettre de l'acide aussi pour le fer, contrôler la quantité de fer qui précipite. On met de l'acide citrique, etc., etc. Vous voyez, donc un catalogue, vous avez dit, 750 références avec des teneurs qui sont soit très très faibles, hein, des teneurs très 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 faibles ou plus importantes selon, évidemment, vous voyez, la silice, il y en a 10%, l'eau c'est 90%, et vous voyez qu'il y a des produits qui ont des teneurs très 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 faibles. Donc ça, c'est quelque chose. En fait, tous les opérateurs ne disent pas vraiment ce qu'ils mettent dedans, donc chacun va chercher à la droguerie du coin ce qu'il a besoin.
Ensuite, la deuxième contamination chimique, c'est ce qui vient du sous-sol, donc c'est très classique. Donc il y a le fluide de la formation, donc qui est en général une saumure qui contient du sel. Vous avez le gaz naturel aussi, hein, qui lui-même méthane, éthane, mais aussi CO2, H2S, donc H2S, azote, hélium, qui sont dans la roche, hein, avec le gaz naturel et l'eau. Vous avez des éléments en trace, hein, comme le mercure, le plomb, l'arsenic, qui sont des éléments aussi de la roche, mais vous avez aussi des éléments radioactifs, donc il faut ça se traite pas n'importe comment. Vous avez aussi tout ce qui est la matière organique de la roche qui peut être extraite. Mais bon, en conséquence de ça, c'est que c'est des matériaux naturels qui peuvent être récupérés aussi. Donc dans certains cas, on pourrait considérer ce qui sort du puits comme une ressource minière. Alors le méthane qui sort à la surface, donc dans les fuites observées, on peut avoir 3 sources de méthane, donc 2 qui sont des sources naturelles, donc le méthane biogénique qui vient de l'activité organique en profondeur, qui est ici, le méthane géogénique qui est celui qui est dans la roche et qui fuit naturellement, et évidemment le méthane qui a été généré par les activités de fracturation. Et donc, il faut pouvoir, pour pouvoir dans un système, contrôler un système, pouvoir savoir l'origine de ces gaz, et on peut le faire par un certain nombre de signatures chimiques ou isotopiques. Donc, les chemins de migration vers la surface, donc c'est soit la fracturation existante, soit la fracturation induite par la fracturation hydraulique, soit ça aussi par le puits de production ou par les différents puits qui peuvent surtout s'interconnecter. Hein. Vous savez qu'il y aura des exemples tout à l'heure où on peut avoir beaucoup de puits les uns à côté des autres. Évidemment, un puits fuit dans l'autre. Et puis, on peut avoir l'ensemble de ces 3 fuites qui jouent ensemble. Dans tous les cas, le gaz, ce n'est pas de l'eau. Donc, une fuite de gaz, quand on voit une fuite de gaz, ça ne veut pas dire qu'il y a une fuite d'eau, et inversement. Et donc, les chemins d'écoulement entre gaz et eau sont différents. Les processus de transport sont différents. Et donc, on ne peut pas faire d'amalgame direct entre gaz et l'eau. Alors, le troisième risque, c'est l'activité sismique. Donc, il y a 2 types d'activités sismiques. La sismicité induite par la fracturation. Mais évidemment, vous fracturez la roche. Donc, nécessairement, il y a une sismicité, il y a un bruit qui se met en place. Donc, c'est très, très faible. C'est des magnitudes négatives. Hein. Donc, c'est des bruits, c'est presque comme je parle. Hein. C'est très, très faible valeur. Et puis, il y a la sismicité déclenchée, qui peut être une fracture naturelle qui se casse due à l'injection, ou une injection qui est mal contrôlée, qui fait un séisme plus grand. Alors, voici une carte donc, de la sismicité induite aux États-Unis à l'occasion de diverses injections de fluides. Vous voyez ici donc en noir ces activités, c'est des séismes assez forts. Vous voyez ici des séismes de valeur 6 à 7 qui ont été déclenchés par les opérations pétrolières en Californie. Alors elles sont très discutées parce que la Californie est aussi un pays sismique. Donc ils ne savent pas si c'est dû au puits ou si c'est un hasard qui est un séisme naturel. Vous avez les séismes d'injection et de récupération, d'injection d'eau usée ou de récupération d'eau. Vous ici en rouge, des petits séismes. Vous avez les séismes de la géothermie ici en vert. On n'en voit pas beaucoup sur cette carte. J'ai une autre figure après. Et vous avez quelques séismes petits ici, à différents endroits, qui sont dus à la fracturation hydraulique. Alors, si on représente les occurrences, c'est-à-dire le nombre de ces séismes en fonction des exploitations, vous voyez ici donc le plus grand nombre de séismes vient de l'exploitation traditionnelle du pétrole. Ici, vous voyez ici un pic avec une valeur moyenne de 3. Un séisme 3, c'est un petit séisme. Et puis des valeurs exceptionnelles ici à 6 et 7 qui sont discutées. Et puis vous voyez que la géothermie fait aussi beaucoup de séismes. Hein. Donc on injecte de l'eau et on fracture avec la géothermie. Vous voyez des petits séismes d'ordre 2. Et ici, vous avez un séisme qui est dû ici à la fracturation hydraulique qui est entre 2 et 3. Vous voyez un tout petit séisme. Et ici, une relation sur les puits observés ou supposés observer des séismes aux États-Unis en fonction du volume d'eau injectée. Vous voyez qu'il y a une relation directe entre le nombre de séismes, sur la valeur de l'intensité, la puissance des séismes en fonction du volume injecté. Vous voyez que plus on injecte de fluide, plus le séisme est fort et
peut-être nombreux, mais au moins fort, au moins pour sa magnitude. Et vous voyez donc que pour les faibles injections ici, vous voyez ici un séisme dû à une fracturation hydraulique. Vous voyez que pour les faibles injections, donc c'est en millions de mètres cubes, vous avez des séismes de petite magnitude, entre 2 et 4 pour les faibles injections, et pour les fortes injections, évidemment, des magnitudes qui apparaissent beaucoup plus fortes. Alors les nouvelles technologies, en fait, il n'y a rien qui a été testé spécialement pour les gaz de schiste. Par contre, on a des essais de nouvelles technologies pour les huiles de schiste et les gaz de charbon qui ont été testés. Et je vous présenterai qu'un seul exemple parce que Gilles vous en parlera tout à l'heure des nouvelles technologies qui peuvent être développées. Je vous parlerai de ce que peut faire le chauffage sur l'exemple de ce qui est fait sur les huiles de hydrocarbures lourds. Donc l'idée, c'est d'augmenter la viscosité, de diminuer la viscosité des hydrocarbures et d'aider à la transformation de ces hydrocarbures. Voilà une expérience qui a été faite par Shell et qui augmente le taux de récupération de ces huiles. Donc ça consiste à injecter de la vapeur à profondeur chaude pour chauffer la roche et récupérer le fluide. Alors, qu'est-ce que ça peut faire si on chauffe une roche, si on utilise cette technologie pour chauffer une roche mère qui contiendrait des gaz de schiste? Alors, l'augmentation de température permet d'augmenter l'interconnexion de la fissuration naturelle des roches. Vous voyez ici une température croissante. À température croissante, l'homogénéité des couleurs donne l'extension de la fracture et son homogénéité. Vous voyez quand l'augmentation de la température ici jusqu'à 400 degrés augmente l'interconnexion dans la fracture. Et ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est que l'augmentation de température, et ici, vous avez une photo en microscopie électronique d'un kérogène, donc de la matière organique qui est inclus dans la roche mère. C'est ce qu'on appelle des structures en oignon. Donc, c'est tout petit. Hein. Vous avez 10 nanomètres ici. Donc, c'est vraiment tout petit. Vous avez des espèces de petits oignons ici qui probablement, donc ce sont des couches de matière organique de carbone qui sont fermées sur elles-mêmes et qui probablement contiennent le gaz. Et donc, quand vous chauffez progressivement, ici, c'est des chauffages, c'est des objets naturels. Hein, c'est la nature le fait dans le métamorphisme. Et ici, vous avez de la matière organique chauffée entre 300 et 500 degrés. Et vous voyez que l'oignon en question gonfle et les parois s'étendent et finalement, l'oignon casse. Et finalement, les produits qui sont inclus, les gaz qui sont inclus, peuvent être expulsés. Un deuxième effet, c'est que quand on chauffe, on déshydrate les argiles. Et vous voyez ici une roche qui n'a pas été chauffée peut contenir 540 kg d'eau par mètre cube de roche. Un mètre cube de roche contient, oui, j'ai bientôt, ouais, on va finir. Contient à peu près donc c'est 2,5 tonnes, hein, un mètre cube de roche. Vous voyez donc 500 kg d'eau pour 2,5 tonnes de roche. Et vous voyez que quand on chauffe, on expulse l'eau progressivement et on peut, en chauffant à 400 degrés, expulser jusqu'à 500 litres, donc 500 kg d'eau par mètre cube des roches. Et vous voyez donc une production d'eau naturelle qui pourrait permettre de la fracturation. Alors maintenant, quelques recommandations. Évidemment, la première chose, c'est de connaître la ressource. Est-ce qu'il y en a ou il n'y en a pas? Est-ce qu'on peut la sortir? Ensuite, améliorer et contrôler les techniques. Et évidemment, définir et appliquer les réglementations. Donc, je ne suis pas un spécialiste du droit, je ne vais pas parler de ça. Donc, je vais vous parler très rapidement de ce qu'on peut faire sur les deux premiers points. Donc, évidemment, c'est premièrement identifier les verrous scientifiques. Premièrement, caractériser le schiste, la matière organique, combien ça en contient, est-ce qu'on peut transporter le fluide de manière naturelle ou pas, imager le réservoir souterrain, connaître comment il est fait, connaître les fractures, connaître les fluides. Suivre au cours du temps les propriétés physiques du réservoir, savoir comment il évolue quand on le travaille, et développer des modèles qui permettent de s'affranchir de l'observation en place et qui puissent prévoir ce qui se passe. Ensuite, améliorer l'exploitation des gaz de schiste. Évidemment, première question, c'est accroître la sécurité, développer des formulations de fluides d'injection les plus propres possibles, simplifier les procédures, c'est quelque chose d'extrêmement important, étudier les autres alternatives, donc on en a parlé, Gilles vous en parlera tout à l'heure, traiter les déchets en amont, évidemment, les déchets qu'on a injectés et ceux qu'on récupère, surveiller la sismicité, définir les bonnes procédures d'alerte et mettre en place les technologies de remédiation des puits. Alors,
contrôler les impacts et limiter les impacts environnementaux. L'idée, c'est de mettre en place une espèce de système d'observation qui assure le suivi à haute résolution d'un site d'expérimentation, avant exploitation, pendant et après. Et donc, évidemment, on peut évidemment lister tout ce qu'on a besoin de faire, connaître ce qu'on injecte, mettre au point les filières de traitement, limiter les dégradations du paysage, mesurer les sismicités, assurer le suivi de la qualité des eaux, etc., etc. Évidemment, le nombre d'observations peut être grand et doit être défini par la recherche. Enfin, finalement, il faut peut-être, et donc ça c'est une recommandation de l'Alliance pour de l'énergie et du groupe de programmation, c'est de faire un site d'expérimentation, un site public qui puisse apporter toutes les réponses aux questions et qui puisse associer la recherche fondamentale avec la recherche appliquée pour l'ensemble des questions qui sont encore à aborder sur ces questions d'hydrocarbures de roche-mère. Voilà. On va prendre quelques questions. Je voulais vous faire une petite remarque. Enfin bon, je travaillais à l'Institut français du pétrole et j'étais spécialisé dans la propagation des fluides à l'intérieur des milieux poreux. Et disons, pour avoir donné un certain nombre de conférences sur les gaz de schiste, je me suis aperçu d'une chose, c'est que vous avez très bien dit qu'il fallait appeler roche-mère et non pas schiste, etc. Mais vous parlez de réservoir. Alors, petite critique, il ne faudrait jamais oublier de dire roche-réservoir. Oui. Parce qu'il y a énormément de gens qui imaginent que sous terre, il y a des cavités, des citernes, on puise et on récupère. Hein. Donc c'est absolument d'accord. C'est un petit détail. Un abus de langage. Une autre chose que je... Non, c'est pas vous, c'est l'auditoire en général qui va comprendre que c'est... Voilà. Et une petite chose, quand vous avez parlé effectivement de l'incertitude qu'il y avait sur les réserves, le mot réserve est un mot piège aussi. Hein, parce que, bon, certains disent qu'il faudrait appeler ressources, il faudrait appeler réserve, tout ça est assez ambigu. En réalité, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a le pétrole ou le gaz qui est en place, et celui qui est en place, et après celui que l'on va pouvoir récupérer. Et puis, la troisième étape, c'est celui qu'on va pouvoir récupérer de façon rentable. Et tout ça est malheureusement important de voir parce qu'à chaque fois, on a un facteur à peu près 10, quoi. Hein. Donc ça change complètement. C'est-à-dire que les réserves énormes qui ont été annoncées, comme vous le savez sans doute, sont faites à partir de l'expérience américaine. Et on se dit, bon, voilà, on sait, à partir depuis qu'on a été forés en Europe, on sait que des schistes, ou disons des roches-mères, susceptibles de contenir, disons, encore du pétrole ou du gaz, eh bien, c'est l'épaisseur de la couche multipliée par son étendue, multipliée par 10 ou 20%, par exemple, qu'on imagine être en place. Mais, comme vous savez sans doute, même dans des roches réservoirs très, très sympathiques, entre ce qui est en place et celui que l'on récupère, c'est toujours 30%. Là, ce n'est pas beaucoup. Il n'y a qu'un facteur 3 d'erreur. Mais sur le gaz de schiste, le facteur, en général, est à peu près une dizaine. Ce que vous avez d'ailleurs dit en Pologne, les premières, etc. Mais il faut aller à la troisième étape. La troisième étape, c'est de dire il faut que maintenant, une compagnie, ce ne sont naturellement pas des idiots, ne vont pas forer des puits horizontaux qui coûtent quand même assez cher, etc., sans avoir fait un certain nombre de puits de reconnaissance, de fracturation, etc. Même Total dit officiellement qu'il faut... Oui. Et simplement pour dire qu'au résultat, on peut encore avoir un facteur 10. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, on ne sait pas du tout, et je pense d'ailleurs que Total lui-même n'est pas prêt d'avoir envie de s'implanter en France à cause des différences qu'il y a avec les États-Unis et autres. Mais pourrait...